et qui s'en sont servis, qui ont essayé de s'en servir comme tremplin. Là, ça ne marche pas. De Grelle ne veut pas se mettre à la remorque de membres de l'ancien personnel politique. En août 40, il envisage, mais c'est lui qui l'envisage, un triumvirat. De Grelle, Romsey, De Man. Et l'on créerait une grande Belgique qui reprendrait éventuellement la Flandre française et qui donnerait aux Allemands, par exemple, le maintien de base à la paix. Nous autres, nous voulions reconstituer une monarchie puissante, un État puissant et avec un parti qui unissait tous les Belges. Je n'ai d'ailleurs jamais admis le mot parti, un mouvement. Tous les Belges unis. Alors, eux, demain, ça ne m'ennuyait pas. Il amenait la masse ouvrière, mais c'était pas un orateur. Il n'avait pas le moyen de prendre ces gens-là, de leur passer le courant électrique qui était indispensable. Parce qu'il ne se fait quelque chose de grand que quand on soulève les ânes. Pas seulement quand on vient avec des objectifs strictement économiques ou matérialistes. Eh bien, sans 6 mois, je lui raflais son public. Pas pour lui rafler indécemment, non, mais je l'aurais pris. Et tous les jours à la radio, mais je transformais la Belgique en quelques mois. Donc ça ne me gênait pas. Mais c'est pour ça que je voulais ajouter aussi Romsey. Dremant était flamand, mais je voulais aussi quelqu'un qui représente vraiment cet admirable peuple flamand qui est ce qu'il y a de plus sérieux dans notre pays, de plus stable, qui a la plus grande santé physique et morale. Oui, vous vouliez vous assurer d'un soutien flamand, mais... Pas seulement un soutien, en tout cas, c'était une très petite minorité flamande. Non, c'est là que vous vous trompez complètement. Les collaborateurs flamands, c'est quand même une minorité de la population. Pas à ce moment-là. Et vous étiez à ce moment-là un enfant, ou un petit garçon. À ce moment-là, il y avait un courant populaire, mais fantastique, dans le sens des fascismes. Et en Flandre, le Parti nationaliste flamand représentait, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, cette grande tendance. Il y a eu pendant quelques mois une euphorie national-socialiste flamande. Et ils avaient ramené les prisonniers, ils avaient le vent en poupe et ils avaient les Allemands derrière eux. Et parmi tout ça, un élément raisonnable, c'était Romsey. Il y en avait d'autres d'ailleurs, comme M. Borginon, comme M. Van Dieren. Il y avait des gens très très bien dans le mouvement flamand. Des gens remarquables et d'honnêtes gens, des gens propres. Et moi, je voulais que ces gens fassent avec nous ces grands Pays-Bas communs. Parce que c'est ça qui me réunissait avec les Flamands, bien plus que l'État croupion de 1930, 1830. Mais plutôt sous votre direction. Ah oui, ça. Moi, j'ai toujours voulu être le patron. C'est ça. Mais parce que j'aurais représenté les intérêts de la Flandre aussi bien que n'importe quel Flamand. Vous voulez l'égalité. Ou peut-être mieux. Vous voulez l'égalité entre Flamands et Wallons, mais sous votre direction. C'est ça. C'est mon tempérament. Je suis né pour ça. C'est ma vocation. Vous êtes chef, hein? Et il n'y en a pas d'autre. Oui, mais chez nous, les Flamands ont toujours demandé un chef qui parle flamand. Oh, mais tout ça, c'est embêtant. C'est dépassé. Hein? Qu'est-ce que ça me fait d'histoire? Pour l'Europe, pas. Oui, mais c'est que le chef soit un Espagnol, un Français, un Anglais, un Allemand, un Russe. Je sais. C'est bien la même chose. Je sais, monsieur de Grelle. Le génie au-dessus de ces détails de langue. Les Flamands veulent maintenant... mais non, non, pas maintenant. Mais ils veulent toujours un chef qui parle leur langue. Et puis d'ailleurs, je leur parlais leur langue. Je suis le premier qui, en Belgique, ait établi le flamand comme langue officielle partout dans le mouvement rectiste en Flandre. Mais vous parlez le flamand? J'ai donné des métiques en flamand, moi. Mais comment? Il y a les photos de Lombeek où j'ai parlé devant 65 000 personnes. Mais pourquoi fait-on pas l'interview en flamand? Parce que maintenant, c'est vieux tout ça. Hein, et puis je veux parler la langue qui est la mienne. Mais avec grand plaisir, je le ferai. Et souvent, j'écris des machins en flamand à des copains flamands. Ce plan n'a aucune chance d'aboutir. De Man, s'il est plus ou moins rallié à l'idée de collaboration, n'a que mépris pour De Grelle. Le VNV, qui est favorisé par la flamande politique, n'a rien à gagner à marcher avec De Grelle. Et enfin, la troisième avenue du pouvoir, une désignation par le roi, est illusoire parce que le roi sait que De Grelle est impopulaire et qu'il ne veut pas abîmer sa propre popularité à ce moment-là, qui est très grande. Ce qui fait qu'il n'y a qu'un moyen, faire du bruit, faire parler de soi. Et comment fait-on du bruit? Par la presse, par exemple. Ce qui fait que la première chose que De Grelle fait, le 25 août, c'est de faire reparaître le pays réel, avec des proclamations d'amour au roi, de fidélité à la Belgique, et rien à voir avec les Allemands, officiellement, dit-il. Et en même temps, on approche les Allemands. Et les Allemands lui disent, écoutez, vous n'avez qu'une chose à faire, édifier tranquillement et paisiblement votre mouvement, où ça? En Wallonie. Donc, De Grelle ne peut s'occuper que des Wallons.
La Flandre est une chasse gardée VNV à ce moment-là aux yeux de l'administration militaire. Si ce Troisième Reich avait vu en Léon Degrelle l'homme indispensable, immédiat, le collaborateur pré-immédiat, l'homme qui éventuellement aurait été l'homme qui les aurait aidés avant, tout ça a été dit, attention, eh bien on n'aurait pas attendu le mois d'août pour le ramener et on n'aurait pas occupé sa maison. Quand vous pensez que la Luftwaffe occupait sa maison de la Drève de Lorraine et qu'il a dû se réfugier à la famille en rentrant chez lui, il n'y a même pas un ordre d'évacuation de la maison. Donc Degrelle, arrivant en Belgique quasi incognito en fin juillet, c'est ça? Si c'est une erreur, vous me reprenez, je n'ai pas les éléments que vous avez, se trouvait comme un citoyen, un uomo qualunque, comme on dit en italien, un homme quelconque. Et pas du tout le Léon Degrelle que l'on a vu par après. Degrelle had bij het begin van de bezetting de grootste moeite om zich door het militair bestuur te doen aanvaarden. 1936, het succesjaar van Rex, lag al lang achter de rug. Toen was Rex erin geslaagd in één klap 21 kamerzetels te behalen en was Degrelle door Mussolini en Hitler ontvangen geworden. Maar in 1939 was Rex op 4 volksvertegenwoordigers teruggevallen. Het militair bestuur meende dat de meeste ernstige Rexisten al voor de 10e mei 40 de beweging hadden verlaten. Waarom had Degrelle in 1940 en ook in de eerste helft van 1941 zoveel moeite om zich politiek door de Duitsers te doen aanvaarden? Parce que je crois justement que les Allemands connaissaient son recul, connaissaient son échec, et qu'il ne leur apparaissait pas comme très sérieux. De Gaulle, il parle un tempérament un peu méridional, il aime de parler, c'est sa nature, et le tempérament germanique est un peu différent, tempérament allemand pour ça. La façon dont il parlait, dont il exposait ces choses, n'avait pas énormément de succès, et son recul électoral l'avait discrédité certainement. Je suis certain qu'il devait le savoir à la Wilhelmstraße. Ich erinnere mich eben komischerweise an eine Zusammenkunft, das war wahrscheinlich die erste. Ich kannte den Degrelle aus Zeitungsberichten und sowas, nicht wahr? Und ich erinnere mich eben deswegen an diese erste Zusammenkunft in der Villa Lorraine, wo man damals vorzüglich essen konnte. Und da trat Herr Degrelle wie so ein kleiner Führer auf, nicht wahr? Wie so eine Imitation von Herrn Adolf Hitler, nicht wahr? Und das missfiel uns von vornherein sehr. Mais d'abord, l'administration militaire ne m'a jamais rien offert. C'était mes ennemis déclarés. Nous avions des positions politiques et sociales absolument différentes. J'étais un révolutionnaire, ils étaient des conservateurs. Deuxièmement, cette petite histoire wallonne, pour moi, c'était de la caricature. Pour moi, il n'y a jamais eu de Wallonie. Il y a une grande Flandre, ça c'est sûr. Mais comme étant la Wallonie, ça n'a jamais existé. Et luttant contre une petite Belgique, je ne voulais pas encore la réduire de moitié. Je voulais, moi, les grands Pays-Bas, la reconstitution de ce que nous avions été, au Moyen-Âge et à la Renaissance, le plus puissant État de l'Occident. Bruges était une ville grandiose, quand dans Berlin, les cochons couraient dans le sable. Et d'une chose à pas oublier, nous appartenons à un grand peuple, et je n'allais pas démériter. Ces Dienststellen allemandes connaissaient très très peu de notre histoire. Eux et tous ceux comme Falkenhausen et autres qui étaient des officiers et qui avaient fait la guerre, c'était la guerre der Krieg in Flandern. On disait jamais la guerre en Belgique. Le mot Belgique n'existait pas dans la littérature allemande. Non pas par des sentiments anti-belges, mais parce que pour eux, l'Isère, Dixmude, tout ça, c'était Nieuport, c'était la Flandre. 14-18. N'oubliez pas l'impact, et encore des choses que les historiens ne parlent pas, l'impact énorme de la vie de la Flandre dans la vie d'Hitler, dont toutes les aquarelles sont des aquarelles de Flandre, l'église d'Ardouille, etc. Très belles aquarelles d'ailleurs, très bien faites à l'époque. On sait ce que c'est que dessiner dans une tranchée. Eh bien, c'est ça l'importance. Donc, Degrelle était un Wallon. C'est tout ce que ces Dienststellen savaient. Dat Degrelle bij het militair bestuur niet aan zijn trekken kwam en er enkel wantrouwen vond, dwarsboomde de wel erg grootse plannen die hij in de zomer en de herfst van 1940 koesterde
om de leiding van een groot België naar zich toe te halen. Duidelijk mikte hij op een persoonlijke ontmoeting met de Duitse topman Hitler. Lang na de oorlog, en ook tegenover ons, heeft de Grelle aangevoerd dat eind oktober 1940 een ontmoeting tussen hem en Hitler te Ivoire in de provincie Namen gepland was, binnen het kader van een reeks ontmoetingen van Hitler met staatshoofden en politici zoals Franco en Pétain. Deze bewering van de Grelle steunde uitsluitend op documenten die de Franse publicist Jacques Delaunay zou gevonden hebben en op getuigenissen die deze zou opgetekend hebben. We hebben Jacques Delaunay ter zake geïnterviewd en daarbij is gebleken dat deze geen enkel echt bewijs, nog schriftelijk, nog mondeling heeft gevonden en slechts van een vermoeden is uitgegaan. Voor de Grelle was dat voldoende om het als vaststaand feit te lanceren. Einde 1940 zag de toekomst er voor de ambitieuze Léon de Grelle niet erg rooskleurig uit. Zijn activiteit beperken tot propaganda in Wallonië lag wel ver van zijn regeringsplannen voor en zijn dromen van een groot België. Noodgedwongen beperkte de Grelle zich dus tot de werking in Wallonië. Het militair bestuur benoemde een rexistische gouverneur in Henegouwen. Maar wat is één gouverneur vergeleken met de plannen van Léon de Grelle? Et de Grelle reconstitue des formations de combat en uniforme noir qui font parler d'eux en attaquant des magasins juifs, en chahutant les francs-maçons ou ceux qu'on appelle les limogères. Et les autorités allemandes voient d'un très très mauvais œil ce genre d'agitation. Notamment Heydrich et la SIPO voient d'un mauvais œil de Grelle, qui a toujours son image de fasciste version italienne, de royaliste et de belgiciste, c'est-à-dire des points qui ne correspondent pas à la politique allemande. Et alors de Grelle se rend compte qu'il doit changer son fusil d'épaule. Hoe de Grelle begin 1941 inderdaad het geweer van schouder veranderde, zullen we in een volgend programma zien. In de herfst van 1940 wilde zowel Rex als het VNV als het Ferdinazo met de hulp van de bezetter aan de macht komen. Maar hoezeer ook de nieuwe orde onafwendbaar bleek, toch stelde het Duits militair bestuur zich erg gereserveerd tegenover die bewegingen en hun plannen op. Militair vervaltungschef Reder wilde wel de Vlamingen bevoordelen, onder meer door benoemingen van uitgesproken Vlaamsgezinden, ook zelfs VNV'ers in de administratie. Maar verder kon hij niet gaan, vermits Hitler in juli 40 als instructie had meegedeeld dat hij zich niet over het toekomstig lot van België wilde uitspreken. En dat de Duitse leiders zich daarover wel zouden uitspreken is precies wat Rex, het VNV en het Ferdinazo wilden. Op hun bereidheid tot collaboratie en hun wensen met betrekking tot de staatsvorm die het bezette België zou aannemen, werd in het begin dus slechts in zeer beperkte mate ingegaan. Maar in de herfst van 1940 dook een totaal nieuwe beweging op die de collaboratiekaarten in Vlaanderen grondig door elkaar zal schudden. De Algemene SS Vlaanderen. En daarover gaat ons volgend programma.